l'historique. D'abord un peu situé Vygotsky. Ah. Oui, mais c'est bon. Donc d'abord, je donne le déroulement global, le contexte dans lequel la théorie de Vygotsky a été formulée, le contexte de la science psychologique qui était naissante dans sa période. C'était le début, on va dire presque l'adolescence de la psychologie, en Europe aux États-Unis. Oui, derrière, la psychologie est une science sociale qui a un très grand input philosophique dans cette science. Je vais en parler. Des différentes sources, il a fait une synthèse, c'est-à-dire à la fois une critique et tirer quelque chose pour formuler sa conception qu'on appelle communément l'école historico-culturelle. Aujourd'hui, on dit aussi parfois l'école de l'activité. Activity theory, c'est la même chose, mais c'est son élève Leontiev qui l'a développé. Mais donc, le terme du départ que je vais expliquer dans le détail, c'est historico-culturel. Puis, le domaine d'application de la psychologie pour Vygotsky, c'est le devenir homme. Donc, c'est la psychologie de l'enfance. C'est la logique que c'est ça. C'est là que, en partant d'une certaine base, on fait développer l'enfant jusqu'à ce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, des savoir-faire, mais aussi des attitudes, mais pour former une personnalité. Tout ce parcours, c'est l'enfance. Donc là, je dois entrer un peu dans le sujet de l'enfance. Et puis, il y a l'actualité. Je vous dis qu'il y a un très grand intérêt, mais plus confiné dans des branches de sciences diverses pour Vygotsky. Donc c'est assez impressionnant. Intelligence artificielle, troubles musculo-squelettiques, thérapie systémique, pédagogie de compétences. On peut continuer. C'est un alimentaire d'idées et de projets. Ça, c'est la structure. Non, la suivante. Voilà la structure du tout. Hein. On va en parler. Maintenant, lui-même, j'ai deux petits livres. La première, bon, on l'a appelé le Mozart de la psychologie soviétique. Pourquoi? Pour deux choses. Un, la profusion d'idées, de projets et de réalisations. Et aussi, tout ça a été fait dans exactement une décade, donc 10 ans. 24 jusqu'à 34 du siècle passé. On dit qu'il a écrit 120 projets de livres, donc il a écrit déjà en grande partie, pratiquement rien publié de son vivant, seulement 2, mais après, oui, on a commencé, et on est encore toujours en train de le publier. Il a écrit énormément, il est mort de la tuberculose. C'est un juif, et il a donc subi les restrictions imposées aux juifs lors du tsarisme en Russie, qui est le confinement dans une zone et l'interdiction de certaines professions. Parce que ce que lui voulait faire, c'est être médecin. Mais non, il ne pouvait pas. Il a été à une université alternative, j'ai oublié le nom, mais si vous voulez dire la recherche. Il y avait des intellectuels qui étaient exclus des universités classiques et il y avait une université alternative, il est allé là. Prof de littérature, et ça
toute son œuvre respire de l'importance de la littérature, de l'art, de sentiment esthétique. Enfin, c'est vraiment un grand succès. Donc, pour lui, la révolution d'octobre était une libération. Il a été impliqué dans la guerre civile, qui a quand même duré jusqu'à 21, je crois. Il a été élu député soldat. Donc ça veut dire que là où il a été actif militairement, il a été reconnu par ses pairs comme un député, comme un représentant. Et alors en 24, oui, soudainement il fait son coming out psychologique. C'est-à-dire qu'en Russie, à ce moment-là, il y avait la Russie était déjà un foyer, je vais en parler après, de la psychologie et de la réflexologie, de la physiologie, avec Pavlov. Enfin, il savait des congrès pour toute l'Union soviétique, la Russie, tous les 2 ans. Donc ça veut dire que toute la crème de scientifiques en pédagogie, en psychologie, se voyait une fois tous les 2 ans et il y avait des grands débats sur qu'est-ce qu'on va faire, nous, parce qu'il y a des différentes théories qui existent en Occident. On les reprend, on en prend une, on fait un mix, on fait autre chose. Donc ça a été Et lui, en 24, donc personne ne le connaissait. Il était connu avant comme prof de littérature. Mais là, il va dire qu'il va prendre une position originale. À ce moment-là, il y avait des gens qui disaient la conscience, c'est là que se trouve la psychologie, c'est l'être humain, son âme, etc. C'était les spiritualistes, on va dire. Et il y avait de l'autre côté ceux qui disaient non, on doit que parler de ce qui est observable, contrôlable, refaisable, etc. Donc, l'empirie. Et là, la conscience, c'est pour des farfelus. On ne peut pas faire de la science avec la conscience. On doit étudier le comportement. Dans ces congrès, c'était ça. Les spiritualistes, je les appelle comme ça, étaient très forts dans la mesure qu'avant, oui, lors du tsarisme, tous ceux qui étaient psychologues étaient de cette tendance presque, sauf Pavlov. Donc ils étaient très forts. Et les autres qui s'y opposaient étaient assez partagés. Et il a dit, on ne peut pas séparer comportement et conscience. Ça, c'est sa thèse fondamentale. Donc, non, c'est les deux. La conscience est un élément intégral du comportement humain. Et donc, on doit l'étudier et trouver des méthodes scientifiques pour l'aborder. Donc, ça a fait du bruit, hein, je dois dire, ça a fait du bruit parce que c'était une position que, oui, les deux camps étaient carrément en guerre scientifique et il a dit, non, il faut aborder la question autrement, la méthode autrement, le sujet, tout doit être abordé autrement, ça a été fort remarqué. Ça fait qu'il a été promu, on va dire, il était expert au ministère de l'Éducation nationale, devenu, donc du temps c'était Krupskaya qui dirigeait, avec le Nacharsky. Il a eu une chance magnifique, il a été envoyé en mission pour un congrès sur les enfants handicapés en Europe, et il a donc su visiter l'Angleterre et l'Allemagne principalement, un tout petit peu les Pays-Bas et un tout petit peu la France, mais surtout l'Angleterre et l'Allemagne. Et lui-même, dans son profil, c'est l'enfant défavorisé de quelque façon que ce soit, par la langue, par la capacité intellectuelle, physique ou autre, qui était au centre de son souci. Il trouvait. C'est un peu, selon la théorie, qu'une société se reconnaît dans l'attitude par rapport aux plus faibles. Eh bien, le travail de Vygotsky se reconnaît par rapport à son attitude, par rapport aux enfants les plus faibles. C'est très important pour le genre de personnage. Il va créer un trio, la fameuse Troïka. Les deux autres, donc lui il est mort en 1934, mais les deux autres vont vivre jusqu'à fin des années 70 et vont obtenir une renommée internationale.
Luria, pour la question du cerveau, c'est un des premiers vrais neuropsychologues, c'est Luria, qui a travaillé au rétablissement par compensation des dégâts cérébraux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a étudié, donc il a soigné des soldats blessés qui avaient des morceaux de shrapnel dans leur cerveau et ce genre de trucs. Et donc il a trouvé qu'on pouvait trouver des systèmes compensatoires pour pallier plus ou moins bien aux dégâts. Et là, c'est internationalement connu. Vous allez chez n'importe quel psychiatre ou chirurgien spécialisé dans le cerveau, au monde, n'importe lequel, au monde qui est connu, vous allez dans sa bibliothèque, vous trouvez Traumatic Aphasia, c'est le livre de base de Luria, où il analyse les différentes formes d'aphasie. Aphasie traumatique, aphasie sémantique, aphasie motrice. Donc, grand spécialiste. Leontief, lui, c'est plus une théorie d'activité, le lien de l'homme avec son environnement, et aussi plus philosophique. Il va développer beaucoup de liens entre marxisme et psychologie. Très intéressant. Eux trois, ils ont voyagé entre trois villes, Moscou, Leningrad et Kharkov. C'est les trois. Kharkov a été un peu à mesure du temps, c'est là qu'il se trouvait le plus. Et en 1934, évidemment. Ok, voilà. C'est le personnage. Si vous avez des questions, après, je vais encore. Et dans mon livre, justement, mon livre, je vais dire où ça en est. J'ai ma santé, parce que j'ai eu des problèmes sérieux de santé, est aux mains de la science, mais mon manuscrit est aux mains des éditeurs parisiens. Voilà, le dilemme dans lequel je me trouve. Donc, tout est fait, contrôlé, réécrit, donc c'est un machin fait. Maintenant, c'est les éditeurs. Et c'est pour ça aussi que je vous propose éventuellement de donner votre nom, votre email, et éventuellement, si vous voulez le PowerPoint, il faut le dire aussi, vous pouvez l'avoir. Et je vous inviterai quand ça sortira. Non, dans quel, je ne sais pas. J'ai déjà donné des dates et ça ne se réalise jamais. Donc je deviens comme les politiciens et les négociations sont en cours, mais ce n'est pas comme ça. Ok, oui. Alors, je vais vous expliquer, et là, je peux le faire défiler l'un après l'autre. Juste les 4 foyers de la psychologie au début du siècle précédent. Donc, le premier, je pense que c'est le déléguisme. C'est pas parce que c'est le premier foyer, mais c'est pas le premier dans le sens. Il y en a 4. Il y a un deuxième. Oui. Donc ça c'est aux États-Unis surtout. En France, Simon Binet, le test d'IQ. Oui, il y a Pavlov. Ça c'est en Russie. Déjà, là je marque URSS, mais déjà en Russie. Hein, parce que Pavlov a eu le prix Nobel en 1904. Donc bien avant la Révolution. Et puis, dernier que je reprends, c'est la psychanalyse, parce que ça, tout le monde a entendu parler. C'est juste pour vous dire que c'est une loi de science, c'est qu'il y a des foyers qui la développent. Et un foyer, ça veut aussi dire que nous, on connaît encore Watson, Binet, Pavlov et Freud, mais ça veut dire que derrière ça, il y a toute une flopée de scientifiques. Ce n'est que l'écume de la vague. Mais la science psychologique, bon, il y a encore d'autres trucs, hein, il y a la gestalt psychologique. Non, on peut continuer, il y a tellement d'écoles en psychologie qu'on peut en rajouter comme on veut. Mais je pense que ceux-là sont à la fois très importants, c'est reconnu par tout le monde, tous ces 4-là sont très importants. Et pour la vision que Vygotsky va développer, ils sont décisifs. Mais c'est pas le seul.